L'argent, ça permet de tenter des choses qu'on ne se serait pas permis si on ne l'avait pas. Je considère comme quelqu'un de pauvre, quelqu'un qui ne crée pas de richesse. C'est Bill Gates. Un entrepreneur qui n'a pas forcément beaucoup de réussite pour l'instant et quelqu'un de très riche, pas financièrement, mais parce qu'il a la capacité, la créativité et les actions pour réussir à créer de la richesse. Au même titre que quelqu'un qui gagne énormément d'argent parce qu'il a gagné au loto, il va avoir beaucoup d'argent, mais ça n'en fait pas un être riche pour autant. Parce que cet argent-là, il ne saura jamais le recréer, il ne saura jamais quoi en faire. Et c'est pour ça que beaucoup de gagnants du loto se retrouvent fauchés dans les 3 années qui suivent. Jamais je ne laisserai ma fille épouser un pauvre. Bonjour à tous l'équipe, c'est un plaisir de vous accueillir encore aujourd'hui avec l'INSEE, toujours. Bonjour à tous. Pour un nouveau sujet d'échange de podcast. Aujourd'hui, on va parler de combien faut-il d'argent pour être heureux? Vraie question, qui a beaucoup de réponses qui peuvent être aussi propres à chacun d'entre vous, mais qu'on va essayer de débattre et voir un peu, non pas qui a raison, parce que c'est propre à chacun, mais plutôt comment est-ce qu'on peut voir ça et quels critères peuvent être pris en compte et comment est-ce que chacun de nous aussi le considère. Donc, est-ce que tu veux prendre la main ou je prends la main? J'ai envie de t'écouter. Ok. Sachant que je pense, alors peut-être que je m'avance et que je me trompe totalement, mais quelque chose me dit qu'on n'aura pas la même réponse. Fort possible. Mais de mon côté, je vais commencer non pas en donnant direct une réponse comme ça. Je vais expliquer pourquoi je vais donner la valeur que je vais donner. Okay. Surtout que j'ai envie de te dire un truc après. Eh ben, très bien. Retiens. Ou tu veux le dire maintenant? J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, et c'est pour ça que j'ai envie d'avoir ta réponse. Et j'ai pas envie d'influencer ta réponse, mais j'ai l'impression que depuis qu'on s'est rencontrés, quand je vois celui que tu étais et celui que tu es et que tu deviens, j'ai l'impression que elle a évolué, cette vision-là. Mais peut-être que je me trompe totalement, mais du coup, j'ai hâte de t'entendre. Très bien. Merci bien, madame. Non, en fait, pour moi, mon point de vue par rapport à ça, déjà, c'est se poser la question, est-ce qu'on peut être heureux avec de l'argent? Oui. Est-ce qu'on peut être malheureux avec de l'argent? Oui. Donc, le premier sujet, déjà, quelle est notre valeur à l'argent est importante. C'est-à-dire que l'argent, c'est pas à diaboliser, tout comme c'est pas à idolâtrer, en fait, finalement. Cet argent doit être un levier, un moyen, un outil, et ni plus ni moins. Il ne faut pas que ce soit un but en soi. Il ne faut pas que ce soit une émotion qui doit être liée à l'argent, mais plutôt, il faut savoir l'accepter et, entre guillemets, se mettre dans un état d'esprit d'abondance. Elle est là, elle fait partie de tout, et il y en a assez pour tout le monde. Maintenant, après, il y a aussi la question d'effort qu'on est prêt à mettre pour aller chercher cet argent. Ça, à la limite, on pourra en reparler plus tard. Mais moi, ma vision de combien faut-il d'argent pour être heureux, du coup, elle va vraiment se baser sur qu'est-ce qu'elle va me permettre de faire finalement. Parce que pour que je sois heureux, c'est pas une question de il me faut un montant. Non, c'est une question de combien il faut pour vivre aisément, sans me priver vis-à-vis de plaisirs que j'aurais envie de faire, me faire ou faire à autrui, notamment des voyages comme on fait. Donc, avoir ce niveau de vie qui est stable, confortable, et où ça ne m'empêche pas de me projeter sur des idées, des envies, que je n'ai pas regardé le compte en banque finalement, et que je n'ai pas à regarder les prix de ce que je dépense nécessairement. Alors, on ne parle pas d'aller acheter de l'extra luxe, mais on parle de la vie de tous les jours, finalement. S'acheter un polo, s'acheter une paire de chaussures, aller au restaurant sans regarder le prix du restaurant. Donc moi, c'est ça qui va finalement je pense, me rendre heureux de ne pas avoir de frein et donc de conforter une certaine liberté d'action. Et un certain mode de vie. Et finalement, un certain mode de vie. La liberté étant, on peut le considérer, oui, un mode de vie, une capacité de faire ce qu'on veut quand on veut. Je prends l'exemple, on a fait sur un plus ou moins coup de tête, c'était organisé dans le business club où je suis, l'hydrofoils. Donc c'est les espèces de surf électrique, là, vous montez dessus et vous volez littéralement au-dessus de l'eau. Quelqu'un qui est ric-rac niveau financier, il aurait réfléchi à 3 fois avant de le faire parce que c'est quand même un certain budget. Surtout qu'arriver sur place, finalement, ça a été plus cher que ce que c'était prévu.
Mais en fait, ça m'a même pas fait chier. Ça m'a fait chier 3 secondes. Je me suis dit, bon, c'est dommage, ils ont pas dit. Puis après, je me suis dit, bon, ok, allez, on paye, c'est logique, ça se comprend, il y a des raisons, et c'est ok. Mais ça, c'est parce que j'ai la chance d'avoir atteint ce niveau où je me considère confortable et relativement bien. Et donc, ce qui nous a permis, finalement, de passer un moment incroyable. C'était trop stylé. Et on pense même à en refaire plusieurs fois parce que c'était vraiment très bien. Donc, ça, c'est l'exemple même de situation où l'argent nous permet de passer un bon moment. Mais ce n'était pas le sujet de l'argent. C'était le sujet de ce bon moment qu'il coûte quelque chose, il faut le régler et il faut ne pas être en stress, ne pas être en confrontation vis-à-vis du paiement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et ça va être finalement de le faire naturellement. Et c'est ce qui s'est passé. On a passé un incroyable moment et hyper reconnaissant. Et donc, du coup, finalement, le sujet de qu'est-ce qui nous rend heureux avec l'argent reste une question de ce qu'on en fait, pour revenir vraiment à ce que je disais. Et donc, combien, si maintenant je le mets en termes financiers, je peux avoir besoin mensuellement pour me faire plaisir? Alors évidemment, pour me faire plaisir, pour payer toutes mes charges fixes, pour payer tout ce qu'on a à payer finalement dans la vie de tous les jours. Et ça va être vraiment une question de ces charges-là et du niveau de vie que j'ai choisi d'avoir et que je considère bien, pas besoin de plus nécessairement, mais pas envie de moins. Donc c'est un entre-deux. Et à partir de là, en fait, il y a juste à quantifier les charges fixes. Moi, je sais que là, on a une maison où on a un loyer qui vaut telle valeur, où on a, on va dire, les coûts de la vie, de restaurant, en commandant sur Uber Eats, etc., qui ont à peu près telle valeur. Donc tout ça a été, avec le temps, budgété. Et finalement, si je garde un 30-40% de ce qui peut être gagné, de ce qu'on peut dire comme valeur et qu'on va dire pour les investissements, pour les plaisirs, on va dire, business. Et quand je dis plaisir business, c'est OK, j'ai envie de lancer un nouveau projet, il faut que j'investisse un peu de mon argent et je vais dans ce nouveau projet. Ou alors même des voyages. Eh bien, globalement, moi, j'arrive à un seuil de 10 000 euros par mois. Si tu n'es pas un flambeur, à 10 000 euros par mois, il n'y a pas de raison que ça t'empêche de vivre comme tu as envie de vivre. Si tu es un flambeur, alors, je mets un autre accent, ça dépend où on vit aussi. Là, ici, on est au Portugal. Mais à 10 000 euros par mois au Portugal, on vit bien. On vit très confortablement. On vit très, très bien. On a une très belle maison, logiquement, ou un très bel appartement, en fonction de ce qu'on prend. On a la possibilité de sortir sans réfléchir aux dépenses par rapport aux prix, entre guillemets, locaux, que ce soit à Lisbonne ou en extérieur de Lisbonne. Et quand on fait des voyages, on n'est pas loin de l'aéroport, donc forcément, il n'y a pas de surcoût à aller à l'aéroport. Et c'est que, globalement, le prix du billet, le prix de la destination, etc. etc. Donc ouais. Je pense que moi, à 10 000 euros par mois, c'est quelque chose qui est confortable. C'est pas quelque chose qui est facile à atteindre quand on commence, mais qui s'atteint et qui évite d'aller chercher des valeurs un peu plus folles, parce que finalement, est-ce que c'est l'objectif? Alors que, par le passé, et je rebondis sur ce que tu disais, par le passé, mon objectif, c'était les 6 chiffres par mois que j'ai fait, mais est-ce que c'est le but en soi? Non. Finalement, dans ce que je gagnais, mon niveau de vie ne changeait pas. J'étais à moins de 10 000 euros dépensés de qualité de vie, on va dire. Grâce à moi aussi. Je sais pas, finalement. Je pense que c'est un ensemble. Je pense que quand tu aurais été avec quelqu'un de très dépensier, tu t'en serais peut-être pas rendu compte et tu te serais peut-être dit, j'ai vraiment besoin de cette somme-là. Il y a ça aussi, je pense. C'est vrai. Et donc 90% même de comment ce que ça, gagnais, on t'a pas loué un yacht pour ce week-end? Je croyais qu'on partait faire le tour de la Méditerranée pendant 4 semaines. Il va falloir qu'on s'y mette. Non, ce que je veux dire, c'est que ça dépend aussi forcément non, mais exactement. du mode de vie que tu choisis pour toi et ta famille, voilà, tes proches, etc. Non, je suis d'accord. Et donc, du coup, 80-90% de ce que je gagnais retournait dans des investissements, bons et mauvais. Malheureusement, il y a eu beaucoup de mauvais, mais repartait dans des investissements. Et l'idée, c'était de le faire fructifier pour qu'on arrive à une étape où il n'y a plus besoin de travailler dans aucune entreprise, aucune activité, aucun salaire, peu importe le type d'activité qui génère des revenus, pour avoir des rentes
Et donc oui, finalement, peu importe le type de revenu qu'on génère, que ce soit des salaires, que ce soit une entreprise ou autre, ben, on n'en est plus dépendant. Et finalement, c'est les rentes elles-mêmes qui nous génèrent, je dirais, ce fameux revenu de 10 000 euros par mois. Et là, on entre finalement, quand on atteint ce seuil de cet argent qui nous rend heureux, en tout cas qui nous permet, comme je disais, de faire ce qu'on veut, bah là, tu entres dans une toute autre vie, parce que ça veut dire que si l'immobilier te génère ces revenus-là et qu'il n'y a pas de crise immobilière avant des années, bah, tu as la possibilité de vivre exactement comme tu en as envie pendant des années et tu as un confort de vie incroyable. Donc, tu n'as plus besoin de travailler, de générer des revenus. Et c'est l'objectif, évidemment, pour qu'après, on puisse profiter. Donc, voilà pour cette première étape. Évidemment, on reviendra sur d'autres sujets après, mais je te laisse à ton tour partager ta vision. Ok. Je pense déjà dans un premier temps qu'en effet, donc, tu l'as dit, l'argent, ça ne fait pas le bonheur. Ça fait pas le malheur non plus. Non, mais il faut être honnête avec ça. Je pense qu'en fait, il faut, quoi qu'il advienne, peu importe les ressources financières qu'on a, réussir à être heureux. Je trouve que c'est hyper important. Et ne pas oublier que, oui, certaines personnes vont trouver un bonheur fou dans des articles de luxe ou dans des activités vraiment très onéreuses. Mais ce n'est pas pour autant que vous ne prendrez pas de plaisir à faire des activités beaucoup moins chères ou même gratuites. Et je pense que c'est important de le mesurer, ça aussi. Je dis ça parce que moi, je l'ai vu, même, tous les deux, on est passés par des phases étudiantes. On a quand même accès aujourd'hui à des activités de par des associations qui sont hyper intéressantes. Aujourd'hui, il y a une grande mode du do-it-yourself où tu peux faire aussi beaucoup de choses par toi-même. Alors oui, ça nécessite du temps, ça nécessite de t'intéresser un petit peu, d'apprendre à faire certaines choses. Mais cette table incroyable que tu as vue qui coûte 800 € en magasin, dis-toi que tu peux l'avoir peut-être pour 50 € avec un peu d'huile de coude. Donc ça contribue aussi au bonheur dans le sens où ça permet d'être bien chez soi, d'avoir un bel aménagement, de se sentir bien, de se sentir à l'aise pour soi, mais aussi pour les personnes qu'on va recevoir. Et ça permet aussi, à moindre coût, quand on est un petit peu débrouillard, d'avoir accès à une richesse qui n'est peut-être pas matérielle, mais la richesse n'est pas de toute façon que financière, et c'est important de le dire, en se sentant totalement riche. Et qui avait dit ça ? Je ne sais plus qui a dit jamais je ne laisserai ma fille épouser un pauvre. Je sais pas, mais oui. Je sais plus si c'est pas Bill Gates ou enfin je ne sais plus. Non, je pense pas. Et en gros, il expliquait ce que j'entends par là, c'est pas que je ne laisserai. Ça veut pas dire quand je dis pauvre, n'allez pas y mettre une mauvaise image. Quand je dis ça, c'est pas que je ne laisserai pas ma fille épouser un serveur ou quelqu'un qui gagne en salaire peu. C'est pas ça. Je considère comme quelqu'un de pauvre, quelqu'un qui ne crée pas de richesse. C'est Bill Gates. Quelqu'un qui ne sait pas créer de richesse. Et il expliquait qu'un entrepreneur qui n'a pas forcément beaucoup de réussite pour l'instant est quelqu'un de très riche. Pas financièrement, mais parce qu'il a la capacité, la créativité et les actions pour réussir à créer de la richesse. Au même titre que quelqu'un qui gagne énormément d'argent parce qu'il a gagné au loto, il va avoir beaucoup d'argent, mais ça n'en fait pas un être riche pour autant. Parce que cet argent-là, il ne saura jamais le recréer, il ne saura jamais quoi en faire. Et c'est pour ça que beaucoup de gagnants du loto se retrouvent fauchés c'est le mot. Dans les 3 années qui suivent le fait d'avoir gagné. Et c'est à ce moment-là qu'il faut remettre les choses à leur juste valeur et prendre conscience aussi de la valeur des choses. Et je ne sais plus ma mémoire aujourd'hui, mais je ne sais plus où je l'ai entendu, mais j'ai trouvé ça très juste et ça est rentré en résonance. Il expliquait qu'aujourd'hui, les gens connaissent le prix de tout, mais la valeur de rien. Et je pense que c'est important de se focaliser sur la valeur des choses. À un moment, moi je l'ai vu, et tu vois, c'est marrant, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Il y a quelques temps, quand j'étais en France, donc j'étais étudiante à ce moment-là, on m'a volé ma voiture. Et je me suis retrouvée, ma voiture, mes papiers, mes clés, tout le package, sinon c'est pas drôle. Et ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai eu autour de moi un énorme élan en fait de générosité et de soutien de mes proches.
qui est passé par des tas de choses. J'ai des amis qui sont venus avec des petits plats de nourriture, parce que quand on te vole ta carte, moi, je n'ai pas spécialement de liquide chez moi ou autre, donc voilà. J'ai une amie qui m'a prêté, à l'époque, c'était absolument tout ce qu'elle avait, tout ce qu'on avait, de toute façon, qui m'a prêté 50 €. Et ça a une valeur folle. Bien plus, quelqu'un qui te prête 50 € quand tu sais qu'il n'a que 50 € dans sa poche, ça a beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui va te prêter 100 € alors qu'il en a 10 000 dans sa poche. Et c'est important, je pense, de faire cette nuance-là, parce que là, cette aide-là, elle avait une valeur, et pas donc un prix, mais elle avait une valeur énorme. Et c'était fou. C'était fou. Et ça partait de rien, tu vois. Et les moments qu'on a partagés ensemble après ça, c'était dingue. C'était dingue. Parfois, juste à faire une soirée en mangeant des pâtes bolo, on va passer une soirée bien plus incroyable que si vous faisiez le meilleur restaurant 5 étoiles. Et c'est important de mettre cette nuance-là. Ça ne veut pas dire que vous ne prendrez jamais de plaisir à faire un restaurant 5 étoiles. Bien sûr que non. Nous, on a eu la chance de tester de super restaurants, et je pense par exemple au Vibe. Oui, qui appartient à une amie en plus, donc le hasard fait bien les choses. On a eu la grande opportunité, la grande chance de pouvoir y aller en fait à l'inauguration et de pouvoir tester la première carte du restaurant. Et c'était une super expérience. J'ai conscience que c'est pas accessible comme ça à tout le monde. Mais c'est vrai que quand tu as la possibilité de le faire, c'est fou, et on en profite, mais on en profite à sa juste valeur, parce qu'on n'a pas oublié que justement, c'était pas rien. Et puis on a tous les deux, tu l'as dit, on a tous les deux vécu ce côté étudiant où clairement, on mangeait des plats à 1 €. En fait, moi, je me souviendrai toujours en fait, je gagnais la bourse, et heureusement qu'il y avait la bourse. Et la bourse, c'était 300 ou 360. Je crois l'année où j'ai eu le plus de mal, c'était 300. Et quand tu déduis le loyer, il te restait 150 à payer. Il te reste 150, sauf que tu as l'essence de ta voiture. Tu as peut-être l'assurance, tu as ta food à acheter. Internet. Et en fait, avec 150 €, donc moins tout ça, il doit te rester peut-être 100 €, j'arrondis le trait. Et bien, si tu veux pouvoir te faire plaisir en plus de manger, et ben, en fait, il faut finalement que tu fasses des plats à 1 €. Et moi, j'étais vraiment, à cette époque-là, pendant quasi 2 ans, l'année suivante, c'était un peu mieux, heureusement. C'était 450, donc du coup, c'est des plats à 2 €. Waouh! Mais objectivement, la capacité à s'organiser, même quand tu n'as pas d'argent, pour pouvoir vivre de cette façon-là et pour autant prendre du plaisir. Je me souviens, à mes années étudiantes, j'ai pris énormément de plaisir. Et non, clairement, enfin, c'est rien à dire. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Ces 2 années ont été vraiment drivées par cette capacité à gérer l'argent. Et donc, manger des plats à 1 €, quand c'est des pâtes, c'est tu achètes de la viande en quantité, cette quantité, tu sais que tu la divises, tu mets au congèle, et puis tu décongèles pour manger. Et puis tu apprends comme ça. Et donc, du coup, 2 € par jour, c'est ton coût de vie. Et tu n'as pas le choix, parce que c'est tout ce que tu as. Et donc, pour revenir au sujet, je pense que c'est important, si on veut vraiment mesurer l'importance de ce genre de plaisir un peu plus onéreux, en fait, c'est de considérer toujours... Alors, je ne sais pas comment l'amener pour pas que ce soit mal interprété. J'allais dire, soyez riche en vivant comme un pauvre, mais j'ai pas envie que ce soit... Je reviendrai sur ça après, ou je peux le faire maintenant, mais je te laisse finir. Je voudrais étayer un peu davantage. Je pense que c'est important, entre guillemets, de toujours mesurer la chance qu'on a d'avoir accès à certaines choses, et de pouvoir se permettre, par exemple, des fois, de se dire là, j'ai pas fait attention au prix. Et ça, c'est hyper cool. Parce que, tu vois, c'est un truc bête, mais c'est Anaïs, d'ailleurs, qui m'avait dit ça quand j'ai commencé à rentrer dans la vie professionnelle et à avoir un vrai salaire. Je pense que comme beaucoup d'étudiants qui ont la chance d'avoir un véhicule, on attend toujours la réserve pour mettre de l'essence et la réserve de la réserve. Vous savez, ce moment où il n'y a même plus de chiffres qui annoncent le nombre de kilomètres qui vous reste. Et je revois Anaïs, mais comme je te vois là, me dire, enfin là par contre Lindsay, j'espère que tu continues pas de mettre
que 20 € d'essence dans ta voiture. Et à ce moment-là, j'ai réalisé, mais oui, en fait, je peux faire mon plein. Tu sais, en mode vraiment, mais oui, maintenant, je peux mettre un plein dans ma voiture. Et tu vois, là, maintenant, c'est vrai que quand je vais à l'essence, sauf, bon, alors au Portugal, c'est différent parce qu'il y a beaucoup de prépaiements, donc tu es obligé de dire pour quelle somme tu vas mettre, etc. Enfin, mais sinon, usuellement, Tu remplis. je leur dis, je remplis, et en fait, je vais payer le prix que ça me coûte, mais je vais faire mon plein, quoi. Et ça, c'est plaisant, en fait, de pouvoir se dire, je peux me le permettre. eh ben, je suis totalement d'accord avec toi. Et ça a été... quand je regarde un peu, moi aussi, comment j'ai géré l'argent et cette évolution face aux gains, je suis resté à ne rien dépenser pendant extrêmement longtemps, alors que je commençais à bien gagner. Et en fait, je continuais à vivre, donc je reprends l'expression que tu avais dit, je vivais vraiment comme un pauvre. J'avais gardé mon appartement qui ne me coûtait rien. J'avais pas racheté de voiture. J'étais resté avec ma vieille voiture et c'était OK, voire même pendant un temps, elle était morte, j'en avais pas repris du tout et j'étais sans voiture. Et j'ai continué à vivre comme ça alors que je gagnais des 3, 4, 5 000 par mois déjà. Et c'est vraiment à partir du seuil, je crois, des 10 000 €. Et encore, j'allais dire 10 000 € par mois, mais c'est des 10 000 € par semaine à l'époque, où vraiment là j'ai eu un switch et je me suis dit attends, mais Jérôme, c'est incroyable l'argent que tu gagnes, va falloir commencer à te faire plaisir pour de vrai. Et finalement, j'ai commencé à me faire plaisir en arrivant au Portugal. Parce que avant ça, d'une, j'avais pas d'intérêt à dépenser, puisque mon rythme de vie, je continue à sortir, à profiter avec mes amis, etc., tout en ayant, on va dire, des gains qui augmentaient, mais mes dépenses qui n'augmentaient pas nécessairement. Je n'étais pas en show-off, je n'étais pas à m'acheter des trucs qui coûtaient cher, etc. Disons plutôt que je remboursais petit à petit ce que j'avais à régler, des périodes plus difficiles. Et passé un moment, c'est ce que je gagnais, c'était largement plus que ce que j'avais besoin, mais largement. Et c'est là où je me suis dit, bon, Jérôme, tu as le droit de te faire plaisir. Tu as travaillé pendant, je sais pas, ça faisait peut-être 6 ans que j'étais dans le business au sens large et que j'essayais de faire du vrai argent. Il était temps finalement de commencer à dépenser ce que tu as travaillé, ce que tu as fait, les efforts. Et seulement à ce moment-là, j'ai commencé à dépenser. Finalement, avec le recul, je me dis, j'ai peut-être commencé à dépenser un peu trop tôt. J'aurais dû attendre un peu plus, continuer à investir beaucoup plus. En fait, je pense que tu as commencé à investir, à dépenser un peu trop. Ça n'a pas été mesuré. Oui, et puis, en fait, j'avais zéro limite à un moment. Mais je te laisse imaginer, j'étais passé sur une période de... En vrai, c'est difficile à dire, mais j'étais passé d'une période où je faisais peut-être 5-6 000 par mois à 3 mois plus tard, je gagnais, pour pas dire de bêtises, 5-6 000 par mois. D'un coup, je suis passé à 10 000 par semaine et 3 mois plus tard, j'étais à 100 000 par mois. Ça n'a pas duré longtemps, mais il n'empêche que sur cette période-là, il y a eu vraiment des matraques dans ma tête qui m'ont fait en fait un peu vriller, et alors pas vriller méchamment, heureusement pour moi, mais investir bêtement, ça oui, mais qui m'ont fait vriller sur ce que je pouvais me permettre en fait. Et on en arrive au ce n'est pas parce que tu peux que tu dois forcément. Oui. Mais parce qu'à un moment, on en a parlé, j'ai senti que c'était un peu genre à tour de bras, quoi, au point où Mais après, c'était OK parce qu'en fait, finalement, ce que je dépensais, objectivement, même en étant comme ça, ça ne représentait pas beaucoup. Et je reprends le 10 000 par mois, qui est ma valeur. Après, on reviendra aussi sur ta valeur. Mais j'y étais même pas. En fait, c'est une question de référentiel. Moi, mon référentiel, pour te donner une idée, c'est que moi... Mais je sais que tu vas ne pas du tout être d'accord avec moi. Pas nécessairement, parce que je sais. Vas-y. Pour moi, par exemple, un référentiel connu, 20 000 €, c'est le salaire d'un an. Oui. Et là-dessus, je sais que tu n'es pas d'accord avec moi. Pourquoi je ne serais pas d'accord ? Parce que tu m'as dit non, mais n'importe quoi, 20 000 €, exagère pas. Et quand je t'ai dit... Si, je sais que c'est le salaire annuel de quelqu'un qui est au SMIC.
Mais j'étais pas au SMIC. Non, mais un peu plus du SMIC, je suis d'accord. Mais le SMIC augmente aussi, donc on n'est pas loin de 20 000 maintenant. Ah ouais. Bah oui, je crois que le SMIC est monté à 1 500. Faites des études, ça valait bien la peine d'avoir un bac plus 5. Non, c'est vrai, je crois qu'il est monté à 1 400, 1 500 le SMIC, un truc comme ça. Donc non, il augmente, hein, tout doucement. Ouais. Mais donc, on se rapproche des 20 000. Et tout ça pour dire, non, je suis totalement d'accord avec toi. Au contraire. C'est beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que s'il fallait chiffrer combien il faut pour être heureux, en fait, ça dépend tellement du mode de vie, donc comme tu l'as très bien expliqué, de où tu vis déjà, etc. Longtemps, mais vraiment, genre hyper longtemps, je me suis dit 3 000 € par mois, t'es refait. Et je le pense aussi. Je sais qu'aujourd'hui, si tu as 3 000 €, tu as largement la capacité d'avoir un mode de vie totalement confortable. Il ne sera pas exubérant, il sera pas... En effet, tu ne pourras pas aller au restaurant matin, midi et soir. On s'entend, tu ne pourras pas faire des week-ends de folie et partir en vacances tous les week-ends. C'est vrai. Même pas tous les week-ends, mais des vacances 3 fois par an, tu ne pourras pas, quoi. Je pense que si. Ah, ça dépend de l'envergure des vacances. Je suis d'accord. Si c'est des city trips en Europe, alors oui, totalement. Et si tu as l'habitude de vivre avec 2 000 € par mois, si tu en gagnes 3 000, en vrai, 1 000 € en plus, tu peux quand même prévoir des trucs sympas tous les mois. Ça dépend des vacances, ouais, en effet. Et si tu n'investis pas, en effet, et que tu mets vraiment les 1 000 €, oui. Ça veut dire qu'à l'année, tu peux mettre 12 000 € de côté. Si dans tes 2 000 € que tu avais usage d'employés par mois, tu comptais aussi un montant que tu mettais de côté pour des potentiels investissements, alors on s'entend. Ça ne sera pas des investissements à hauteur de 10 000 € en une fois, bien évidemment. C'est sûr. Et puis, c'est pas le but. Mais si tu fais des investissements à la hauteur de ce que tu peux avec tes 2 000 €, tu peux quand même faire des choses très correctes, avoir comme ça donc toutes tes charges fixes de payer, tout ce qui est de l'ordre de l'obligatoire. Et c'est là où il faut faire la différence entre ce qui est nécessaire et entre ce qui est utile. La priorité, ce sera toujours ce qui est nécessaire. Et après, l'utile. Moi, j'ai mon grand-père qui m'a toujours dit, et c'était pour le cas de la télévision, là, voilà, on a une télé, c'est une chance qu'on a, mais il ne faut pas s'y attacher parce que ce n'est pas quelque chose de nécessaire. C'est utile, avoir une télé, ça peut être du confort, mais ce n'est pas nécessaire, c'est pas quelque chose dont tu ne peux pas te passer. Et pour tout ce qui est utile, mais pas nécessaire, il ne faut pas d'attache. Et il y a des choses qui de base étaient purement utiles et qui sont devenues nécessaires. Je pense par exemple à une voiture. Le fait d'être véhiculé pour aller travailler, pour pouvoir avoir une autonomie, etc. La maison aussi qu'on a, tu vois, par exemple. Oui. Elle est passée de utile à nécessaire. Oui. Il y a quand même des choses dans cette maison qui sont que de l'ordre de... Je parle du toit. Je parle du toit. Je parle pas de oui. ce qui est dedans. Mais par exemple, une maison comme la nôtre, un véhicule est devenu nécessaire. Oui. Parce qu'on a fait le choix de s'excentrer de la ville, donc forcément on a besoin d'être véhiculé. Après, on a quand même la chance d'avoir des transports qui peuvent nous aider, mais pour être autonome, c'est vrai qu'avoir un véhicule, c'est plus seulement utile, c'est devenu une nécessité. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent changer. Mais en tout cas, tout ce qui est de l'ordre du nécessaire doit être priorisé, et l'utile, c'est génial quand on peut le faire, mais on ne s'y attache pas. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que c'est hyper intéressant de se rendre compte de l'ensemble des activités qui sont possibles à frais franchement réduits. Je pense à la lecture. La lecture, oui, si vous achetez chacun de vos livres neufs, ça peut être un budget, mais ça reste un budget qui peut quand même être relativement accessible. Mais aujourd'hui, il y a des possibilités d'acheter des livres d'occasion beaucoup moins chers, d'emprunter des livres, d'échanger des livres. Et ça, c'est à moindre coût. La musique, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec certains abonnements qui restent à des tarifs accessibles, on a la possibilité d'écouter de la musique à ne plus savoir qu'en faire. Aujourd'hui, il y a des aides aussi pour les cinémas ou tout ce qui est culturel. Il y a des journées, par exemple, où tout ce qui va être de l'ordre des musées ou des expositions seront totalement gratuits.
Donc ça, c'est pareil, il faut se renseigner. Généralement, ça tombe le premier dimanche du mois, ou il y a des choses comme ça où ça peut valoir le coup de s'intéresser. Il y a des associations qui permettent des choses totalement gratuites. Et il y a des choses aussi que vous pouvez apprendre à faire par vous-même. Vous pouvez découvrir que vous avez en fait une passion pour le dessin en essayant, pour la calligraphie en essayant. Et vous avez des tutos totalement gratuits sur YouTube d'à peu près tout ce que vous voulez essayer. Donc ça peut être aussi un moyen. La cuisine, ça peut être un coût au début d'investissement pour tout ce qui va être vraiment les ustensiles, les choses comme ça. Mais derrière, ça vous coûtera moins cher et vous y prendrez, si c'est quelque chose qui vous parle, beaucoup de plaisir à cuisiner vos plats et ça sera au final un prix de revient avec un coût qui sera réduit par rapport à ce que vous auriez pu aller acheter tout près. Il y a des choses comme ça auxquelles il faut réfléchir, qui sont des activités qui peuvent vous procurer énormément de bonheur, énormément de joie et qui sont vraiment accessibles. En fait, il y a des choses qui ne sont pas question d'argent parce que finalement, augmenter ses gains, c'est juste se rendre un peu plus le champ des possibles sur des expériences, sur ce qu'on aime moins et qu'on n'a pas envie de faire et qu'on a envie de déléguer finalement. Parce que je prends l'exemple avoir un jardinier ou je prends l'exemple avoir une femme de ménage ou je sais pas sur quoi tu peux dépenser. Bah, aller au restaurant parce que finalement ça peut être des choses que tu n'aimes pas faire, de cuisiner par exemple. Voilà, toutes ces choses-là. Quelque chose qui soit une charge mentale parce que tu te rends compte que tu n'as pas le temps. Et bah, si tu as la possibilité d'aller chez le traiteur pour te soulager à un moment, c'est cool aussi. C'est ça. Donc, c'est aussi pour ce que tu n'as pas potentiellement envie de faire. Donc, ça te donne un confort, cet argent. Et surtout, ce que je disais en premier, les expériences. Où là, pour le coup, en effet, le champ des possibles en termes d'expérience est colossal. Et ce serait dommage de pas en profiter. Ouais. Et c'est vrai que c'est là où on se rend compte que, par exemple, l'argent, ça permet de tenter des choses qu'on ne se serait pas permis si on ne l'avait pas. Par exemple, tenter d'aller voir une activité qui a un certain coût, où on n'est pas sûr que ça nous plaise, on ne se serait pas forcément permis, ne sachant pas si on allait aimer ou pas. Alors que le fait de se dire, bah, écoute, on essaie et on verra bien, ce n'est possible que finalement parce que tu as les moyens de ce fameux « on verra bien ». On verra bien sur des activités qui ont un certain coût n'est possible que grâce à l'argent. Oui, exactement. Et puis même quand tu commences à gagner de l'argent, peu importe là ici la valeur mensuelle, mais le moment où tu vas réellement te faire plaisir, plus tu le postpones, donc plus tu le repousses, finalement c'est bien parce que ça te permet de mettre de l'ordre aussi dans ta vie, de trouver le niveau de vie qui te correspond, de ce que tu as besoin, pas besoin, et te dire tu vas le dépenser pour des choses qui deviennent utiles ou agréables ou confortables qu'en second temps. Je prends l'exemple de la voiture, ça fait que 1 an et quelques mois que j'ai acheté la voiture, qui est une Mercedes maintenant, mais avant, ce n'était pas du tout le cas. Avant, on profitait de la tienne parce que moi, la mienne m'avait lâché. Avant, j'avais aussi la mienne, c'était une Clio 3 commerciale. Enfin, finalement, c'était pas quelque chose qui était une nécessité. Donc du coup, je l'ai repoussé jusqu'au jour où j'avais la possibilité de le faire sans pour autant changer mon train de vie. Et encore aujourd'hui, je sais que si demain, il y a des difficultés financières, je la revends aussi bêtement que ça et je récupère l'argent et je l'utilise pour autre chose. Mais tu dis quelque chose d'important parce que n'oubliez pas que c'est votre train de vie qui s'adapte à vous et pas vous qui vous adaptez à votre train de vie. Il y a trop de personnes, malheureusement, qui s'imposent un train de vie au-delà de leurs moyens et qui sont pris à la gorge tous les mois à vouloir tenir un train de vie qui finalement n'est pas assumé. Vaut mieux avoir un train de vie plus modeste, mais plus confortable, où vous vous sentez bien plus libre, bien plus libéré, plutôt que de vouloir forcément un train de vie plus onéreux, qui ne vous apportera absolument rien de bon. Et ça me rappelle des souvenirs. Combien de personnes, j'avais des potes à moi qui étaient comme ça, qui dépensaient, et alors que le compte en banque ne le permettait pas, et c'était juste pour l'image, c'était juste pour l'ego, c'était juste pour montrer, pour attirer les femmes, pour peu importe la raison finalement. Et ouais, ça sert à rien. Tu vois, tu parlais des 3 000 € par mois. Combien j'en ai connu qui gagnaient des montants comme ça quand moi j'en gagnais pas, je gagnais 6 fois moins ou 3 fois moins, et qui vivaient la vida loca, tu vois, vraiment, ils dépensaient, ils se faisaient plaisir,
et qui à la fin du mois étaient toujours en galère parce qu'ils étaient en rouge. Et en fait, finalement, le rouge, il était de plus en plus gros chaque mois. Et c'est le genre de mec qui finalement dépensait toujours plus que ce qu'il gagnait. Parce qu'il s'était conforté à un niveau de vie qu'il avait commencé à montrer et il n'assumait pas de se dire faut que j'arrête de le montrer. Et donc l'ego, une grande partie d'explication là-dedans. Et finalement, c'est ce qui faisait que la personne était pas pour autant heureuse parce qu'il y avait le stress financier derrière, parce qu'il y avait le stress de la gestion de la frustration de l'ego vis-à-vis de je dois réduire, mais je veux pas réduire, parce que si, parce que ça, parce que je dégage si. Qu'est-ce que ça va, oui. Exactement. Donc en fait, c'était du conflit interne constant. Et donc c'est des personnes qui finalement, même si c'était des très bonnes personnes, c'était pas un sujet en fait, mais qui en fait n'étaient pas heureux pour autant. Paraissaient heureux, mais ne l'étaient pas dans le fond. Et quand tu avais des discussions de fond avec eux, relativement souvent, parce que c'est des personnes qui étaient quand même intéressantes, tu voyais que ça leur pesait finalement de ne pas réussir à gérer ça, de refaire des excès, de refaire des mauvaises décisions. Voilà. Et donc ça, c'est le cas de beaucoup de gens. Si vous êtes dans ce cas, et là, on peut peut-être nous donner un conseil, budgétisez vraiment ce que vous avez besoin, le fameux utile et nécessaire. Budgétisez le nécessaire. Non, le nécessaire, vous n'allez pas le budgéter, vous allez le récupérer, parce que c'est quelque chose que vous devez déjà dépenser. C'est la priorité. Et donc, comme vous le dépensez déjà, vous regardez combien vous dépensez. Vous récupérez ce nécessaire potentiel. Et dans ce nécessaire, que vous pensez nécessaire, il y aura sûrement des choses qui ne sont pas utiles. Donc, enfin, qui ne sont pas nécessaires, donc qui sont utiles, qui sont bien, qui sont fun, qui donnent un confort, etc. Et retirez tout ce qui est utile, donc dissociez vraiment le nécessaire de l'utile, et posez-vous la question, combien est-ce que je peux budgéter de ce qui me reste d'argent, une fois que j'ai que le nécessaire, pour remettre l'utile. Donc remettre de l'utile qui nous plaît. Et dans cet utile, l'investissement, c'est utile aussi, sachez-le. Oui, ou comme par exemple une salle de sport. Ça fait partie de ces choses qui peuvent... un bien-être, ouais. Qui apportent du bien-être, qui servent aussi pour la santé. Et ça fait partie de ces choses qui deviennent nécessaires, par exemple. Alors bien sûr, avant, vous allez avoir votre loyer, vos charges, votre alimentation, bien sûr. Les assurances. le téléphone, Internet, etc. Enfin, les trucs vraiment auxquels vous ne pouvez pas couper. Votre mutuelle. Bon, on va faire un Excel dessus tout de suite, mais... mais derrière, par exemple, la salle de sport, je pense que ça fait partie ou une activité sportive, quelle qu'elle soit, vos chaussures de rando chez Decat ou n'importe quoi, ça peut faire partie de ces choses qui, dans un premier temps, peuvent sembler plus utiles que nécessaires et qui, si vous gérez bien, si vous avez une bonne gestion financière, vont devenir nécessaires. Parce que ce sera nécessaire à votre bien-être, à votre santé. Et c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. C'est peut-être même des choses sur lesquelles il faut peut-être se dire « dans mon alimentation, dans mon budget alimentation, je dépense tant, mais je dépense tant aussi parce que je me prévois de me faire un McDo toutes les semaines. Et est-ce que je peux peut-être pas diviser ça par 2, mais me prendre un abonnement salle de sport ?» Par exemple, tu vois, c'est sur des petites choses comme ça où peut-être il y a des choses à gérer, à adapter, et le mieux c'est de ne pas avoir besoin de toucher à d'autres budgets nécessaires pour faire rentrer des choses qui sont utiles en choses nécessaires, mais se dire que justement le McDo qui est dans l'alimentation c'est quelque chose qui est nécessaire, le McDo lui il est plus utile qu'autre chose, on le switch, et le sport on le ramène. Bien que maintenant, McDo n'est pas très cher pour le coup, mais en France. Moi, quand tu vois que pour un McDo, tu t'en tires facile maintenant pour plus de 10 € quand même par personne. Non, c'est vrai que ça a augmenté. J'ai les prix portugais qui sont pour le coup. Oui, ça n'a rien à voir. Mais on s'entend. Mais donc finalement, il y a vraiment tout un monde à penser quand on pense à combien est-ce qu'il me faut d'argent pour être heureux. Déjà, il faut regarder sa situation, il faut regarder donc, du coup, combien on dépense, il faut que ce soit clair ce qu'on dépense et ce qu'on a besoin de ce qu'on n'a pas besoin, donc le fameux nécessaire utile. Il faut qu'on soit au clair aussi avec notre étape de vie et de ce qu'on est prêt à sacrifier en termes de plaisir pour aller s'apporter un certain confort de vie, puisque j'ai donné pas mal d'exemples là ici dans l'échange, et vous l'avez compris, je ne me suis pas fait réellement plaisir avant longtemps. Et ça, c'est ce qu'on appelle un sacrifice.
C'est-à-dire que j'aurais pu choisir de dépenser 100% de ce que je gagnais à chaque fois. Je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire? Je pense pas que tu ne t'es pas fait plaisir pendant longtemps. Toi, attention, tu m'as connu pile au moment où j'ai pump. Entre-temps, il y a eu 7 ans d'entrepreneuriat. Parce que moi, je le vois, même en gagnant peu, je peux pas dire que je me faisais pas plaisir. Je me faisais plaisir à la hauteur de ce que je pouvais, tu vois. Oui. Alors oui, non, c'est sûr que j'allais pas en boîte tous les week-ends à prendre des bouteilles et on s'entend. Oui, moi, j'allais en boîte tous les week-ends, mais je prenais pas de bouteille. Tu vois, par exemple. Oui, mais t'allais en boîte tous les week-ends. J'allais en boîte tous les week-ends. Ben moi, je préférais me faire... Mais ça me coûtait rien, voire pas grand-chose. Ah oui, tu me voyais tout le temps. Oui, tu me voyais tout le temps. Mais pour autant, moi, je ne bois pas d'alcool. Donc, en fait. Mais moi, je te voyais. Ah, mais quand j'y travaillais, mais c'était beaucoup. Oui, non, mais c'était. Parce que moi, je travaillais, lui, il faisait la fête, mais moi, je travaillais. C'était pour l'ironie. Mais non, en fait, moi, j'ai toujours été, à l'époque, à sortir, etc. C'était un peu ma deuxième maison, mais je dépensais pas tant que ça. Parce que moi, tu vois, j'amenais des bons clients, mais j'étais pas le bon client. Parce que moi, je me souviens, même quand j'étais étudiante, bah ok, on n'allait pas faire des trucs de ouf, mais on se rejoignait tous au café, on se prenait un café, un croissant, et on passait un temps génial. Et ça nous coûtait 1,30 €. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le moment où toi, par exemple, on a vraiment commencé à se mettre ensemble, etc., ça a été vraiment le moment où 2 mois plus tôt, j'ai pump dans mon niveau de vie financier, je parle. Mais avant ça, j'ai eu 7 ans. Pendant 7 ans, ce que je gagnais, c'était pour, pareil, payer les factures, etc. Il y a eu des moments où j'ai gagné un peu plus que d'autres, mais je ne me suis pas fait plaisir tout de suite. Finalement, c'est quand j'ai eu ce pump que je me suis vraiment, vraiment fait plaisir. Et là, c'était des super restos, c'était des voyages, on a fait des voyages incroyables, c'était des expériences finalement. Et depuis, on souhaite garder ce train de vie parce qu'on fait le taf à côté. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que nos premières vacances ensemble, t'étais fou d'ambition, sauf que moi, j'avais pas du tout les mêmes revenus que toi. Et puis pas du tout les mêmes attentes en conséquence. Ouais. Donc forcément, je trouve que franchement, on s'en est hyper bien trouvé au niveau du compromis. C'est vrai que je me souviens que dans ma tête, j'étais parti sur des valeurs mais vraiment de... Ah, bah comment te dire on revient dans 3 ans, j'aurais touché la somme nécessaire. J'avais oublié cette situation. Je me souviens sur ton canapé à réfléchir à ça. Et finalement... on est parti Punta Cana et c'était génial. Un équilibre incroyable. Et au niveau prix, on s'est retrouvé. Je trouve que l'ensemble, après j'ai pris un upgrade sur place, machin, bref, je me suis fait plaisir sans que, tu vois. Mais parce que, mais parce que du coup, c'était sa technique, ça, à un moment. Genre, non, mais tu mets ce que tu peux et moi, je gère le reste. Toujours. Oui, mais bon, du coup, je le sais. Mais sur le coup, bah non, le but, c'est pas ça qu'on a dit. C'est vrai. Mais aujourd'hui, tu vois, et ça, c'est un truc qui est intéressant, c'est que tout le monde a des périodes. Il y a toujours des périodes où on va gagner plus, d'autres où on va gagner moins, des périodes même ensemble où on a déjà eu des périodes plus difficiles, même moi dans mes revenus aussi. On a eu des périodes aussi beaucoup plus abondantes, financièrement, j'entends. Il y a eu de tout. Et c'est aussi OK, alors, quand on est en couple en l'occurrence, si c'est sain, d'accepter que l'autre va payer pour nous, ou que ce soit dans un sens ou que ce soit dans l'autre finalement. Et c'est totalement OK que chaque période soit prise comme elle est, non pas comme une fatalité, non pas comme quelque chose qui va rester, mais comme quelque chose qui va passer, et de savoir se renouveler, de savoir recréer de la richesse d'une manière ou d'une autre pour être à l'aise avec ça. C'est le principe d'équité. Oui. Contrairement à l'égalité, l'équité permet de compenser à hauteur de ce qui ne nuit pas à l'un pour compenser ce dont l'autre a besoin. Et finalement, notre équité se rapproche à ce jour de l'égalité, pas en termes de revenus bien sûr, mais en termes de dépenses de notre vie quotidienne. Et on arrive à trouver un bon équilibre par rapport à ça. Carrément. Et donc toi, ça ne te fait pas une pression, tu es totalement à l'aise avec le fait que je paye ici et là parce que on est dans cet équilibre. Et à l'inverse, moi, c'est agréable parce que je sais que je ne te... comment dire, j'aime même pas le terme, mais quand tu payes tout pour quelqu'un, quoi. En gros, je sais que je te materne pas, enfin, j'ai pas trop le terme. Je ne t'entretiens pas, voilà. Et donc, du coup, ça rend la chose beaucoup plus saine. Mais
il y a des étapes pour tout. Et moi, je Oui, il y a suis... des étapes pour tout. Et d'ailleurs, au début, donc là maintenant, en effet, on arrive pour par exemple, les charges fixes, des choses comme ça, à un équilibre, à une égalité. Mais c'est vrai qu'à un moment, quand il y avait vraiment des gros écarts entre nous, on avait une technique de pourcentage. En fait, Oui. chacun mettait au pourcentage de ce qu'il gagnait. Oui, en fait, j'explique le tableau. On avait un tableau Excel où, en gros, on mettait globalement, on avait une colonne revenu, une colonne dépenses. Et en gros, cette colonne revenu-dépenses, on réutilisait la valeur des revenus dans une autre case qui faisait le prorata de l'un par rapport à l'autre. Pour Et qu'en donc, fait, on mette chacun, par rapport à ce qu'on gagne, le même pourcentage. c'est ça. Et en gros, si on avait, par exemple, le loyer qui Prends représentait des chiffres ronds. 1000, par exemple, eh bien, si l'INSEE, toi, tu avais 20% de revenus par rapport à moi qui représentait 80% des revenus, eh bien, du coup, ce loyer, elle est divisé de 200, 800. Voilà. Et ça signifiait que dans ce cas-là, par exemple, tu touchais au prorata. Donc, je prends des chiffres totalement... imaginons que moi, je touchais, par exemple... 1000. C'est un exemple. Oui, mais si c'était 20%. Vas-y, 2000, oui. 2000 et toi 8000. C'est ça. Tu vois, dans l'idée... Et nous deux, ça faisait 10 000. Ouais. Pour que ça s'équilibre, quoi. C'est ça. Et au final, on a mis un capping à cette valeur-là, je me souviens aussi, pour pas que ce soit des pourcentages dérisoires et que tu aies quand même l'impression de participer. Ouais, c'est ça, parce qu'à un moment, sinon, s'il n'y avait pas eu ce capping, je pense que j'aurais payé 0,01%. Non, mais oui, parce que c'est vrai que les périodes où je gagnais vraiment les 6 chiffres par mois, bah oui. Ça n'aurait pas pris sens que bah, et puis même... 10 balles, 20 balles, 30 balles, 50 balles, j'en sais rien. Ça aurait pas été, et puis ça aurait pas été juste, et moi j'aurais pas été à l'aise avec ça. Donc il faut toujours un équilibre. Donc c'est pour ça que l'idée du capping, super. Moi je n'avais jamais vu ça avant. C'est des sujets qui sont intéressants finalement. Et c'est vrai que le capping, je crois qu'il était à 15 000. Ouais, 10 000 non, ou 20 000, je sais plus. En fait, c'était soit, je sais plus. Je crois que c'était 15 000. Et en gros, de toute façon, Jérôme était basé sur la base de 15 000. Donc tout ce qu'il avait en plus, de toute façon, c'était totalement bénéf. Imaginons que tu faisais 35 000. Tu avais 20 000 de toute façon qui n'étaient pas pris en compte. Et en fait, c'était fait sur le prorata des 15 000. Et si moi, j'étais, je sais pas, à 5 000 ou quoi, enfin, on faisait par rapport à moi. Si un jour, j'avais dépassé les 15 000 et toi aussi, on serait parti de toute façon sur la base des 15 000. Et dans ce cas-là, on aurait été à égalité. C'est ça. Par exemple, imaginons, moi, j'aurais touché, chiffre approximatif, 18 000 et toi, 55 000. Et ben, on aurait quand même payé la même chose pour le loyer parce que l'un comme l'autre pouvait se le permettre. C'est ça. Exactement. Donc ça, c'est des sujets que j'espère et je vous souhaite de tout cœur que vous ayez avec vos compagnons, compagnes, parce que c'est vraiment une étape où déjà vous arrivez dans un certain confort de vie. Évidemment, ça ne se fait pas quand on gagne chacun 1 000 euros, ça représente 2 000 à deux, on optimise. Oui. On a un loyer pour deux, c'est bien, ça le divise par deux, on a ci, on a ça. Ça déjà, c'est très bien de le faire et avoir un confort aussi vis-à-vis de ça. Mais quand il y a des gros écarts, je pense que ça peut être une solution. Ouais. L'équité, ça peut être un moyen intéressant. Parce que autant il y a des personnes qui aiment se faire entretenir, voilà. Une femme normalement constituée, de mon avis, ou un homme, oui, mais qui tient à son indépendance, une personne bien constituée qui tient à son indépendance n'acceptera pas de se faire entretenir, de principe. Donc, évidemment, il faut trouver un équilibre, et cet équilibre se fait en termes d'équité et non pas d'égalité, en effet. Et puis, si vous atteignez un certain stade où l'égalité est possible, et bah, tant mieux. Oui, c'est ça, finalement. En fait, tant mieux, génial. Et ça a été un tout truc. Ce que vous souhaitez. C'est aussi ce que j'avais souhaité, très tôt te faire investir aussi plus ou moins sur les mêmes choses que moi. Bon, avec des échecs aussi, et des réussites. Mais plus ou moins sur les mêmes choses. Parce que le but, des leçons. Voilà. Le but, c'était que tu crées ta propre richesse indépendamment d'un travail. Et que tu sois non pas dépendant d'un travail, mais que tu puisses devenir peut-être dépendant d'investissement, et tant mieux, mais qui pouvait finalement te permettre d'avoir un niveau de vie qui se rapprochait petit à petit du bien, qui allait peut-être même, je te le souhaite un jour, de me le dépasser. Ouais. Et avoir la possibilité de vraiment choisir sa voie professionnelle aussi, de prendre le temps de pouvoir se poser la question, de savoir ce dont on a vraiment envie et de pouvoir avoir la chance et l'opportunité de se lancer sans avoir cette épée de Damoclès financière au-dessus de la tête,
parce qu'on a tous des obligations financières de toute façon. Donc c'est vrai que c'est là, en fait, la grande force de l'argent, puisqu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on est quand même dans un monde qui fonctionne par l'argent. Moi, même avec la meilleure bonne volonté du monde, si je vais voir quelqu'un et que je lui dis, écoute, j'ai besoin de d'un kilo de pommes, si tu veux, je fais du troc pour obtenir, je te fais la lecture, je t'apprends quelque chose, je te fais une leçon de ceci, il y a peu de chances que malheureusement il accepte. Même si ça se fait. Ça se fait dans certains endroits. Qui me fascine pour ça, c'est ton père. Ah ouais, mais du troc. Ouais, mais lui, il a des compétences dans beaucoup de choses, bâtiments, construction, etc. Et donc ça, c'est tellement des compétences qui valent de l'argent que ouais. Mais il est trop fort. Mais oui, et puis ça se fait dans certains endroits aussi. Oui, tu pas vois, partout. Il ne fera pas ça à Paris, ça c'est sûr. Non, mais c'est ça se fait pas partout non plus. Ça se fait en fonction des cotes, ça se fait en fonction de là où tu te trouves. Mais c'est vrai que avoir de l'argent dans un milieu qui est régi par l'argent, ça offre quand même la possibilité, ça offre le temps de se poser la question d'essayer. En fait, c'est ça offre le fait d'essayer. Et puis, je reprends le côté un peu plus entrepreneurial, mais alors bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui jugent les gens par l'argent. Donc, si tu as de l'argent, bah, forcément, tu as beaucoup plus facilité de faire des connexions avec X, Y personnes, ne serait-ce que dans les investissements, spécialement. Ça, j'allais dire un truc, mais je ne devrais pas le dire. Ok. En fait, j'ai envie de le dire. Vas-y. C'est décevant. Ça dépend. Tu vois, je pense, moi, je suis un gestionnaire de fonds. J'ai en face de moi quelqu'un qui me dit qu'il est intéressé, etc. Mais finalement, la personne n'a pas les moyens de profiter de mon offre. Et bah, peut-être qu'il me fait perdre mon temps, tu vois, professionnellement parlant. Ah oui. C'était dans ce sens-là. J'avais pas vu ça. Oui, moi, j'ai vu ça dans l'autre sens. Malheureusement, il y a aussi le sens des personnes qui jugent tout court, sans raison professionnelle, juste qui jugent les personnes qui n'ont pas d'argent. Et puis même l'inverse. Hein. Ne crois pas que ça marche que dans un sens. Ah bah alors là, vas-y. Moi j'ai déjà vu quelqu'un dans un événement professionnel qui vient te demander où tu en es dans l'écosystème et qui, très déçu de ne pas se situer à un niveau plus développé, te tourne les talons et s'en va. Ah, mais alors là, tu peux demander à Ranouille. Non, mais c'est pas le sujet, mais je comprends pas. Oui, pourquoi tu dis l'inverse ? Parce qu'il y a des gens, en fait, qui ne seront pas du tout bien avec vous si vous avez une réussite plus grande que la leur. Ah, oui, ok. Je n'avais pas compris. Donc ça, c'est clair. Mais ces gens-là, ils sont drivés par la mauvaise chose. L'argent, tu l'as dit à très juste titre, ça doit être un outil, mais ça ne doit jamais être un but. Il y a des gens pour qui l'argent est un but, et il y a un dicton pour ça, qui dit que si l'or n'est pas ton serviteur, alors il sera ton maître. Et c'est pas du tout une bonne chose. Et il y a des gens qui sont dans des phases d'ego ou qui sont en tout cas dans des phases avec un besoin d'éveil et peut-être d'un petit peu de travail sur soi-même, qui seront hyper mal à l'aise avec vous parce qu'ils vont vous juger parce que vous n'êtes pas forcément dans une certaine extravagance ou à montrer forcément des attributs très onéreux, qui vont estimer qu'ils ont plus de moyens que vous. Et en voyant que vous n'êtes pas spécialement impressionné ou que vous n'êtes pas ébahi de ça, et qui comprennent après qu'en fait, vous, c'est un choix personnel de ne pas forcément avoir le même train de vie qu'eux, vont littéralement vous tourner les talons en disant ah bah mince, mon petit numéro ne fait pas effet. Ah non, et puis c'est une question de show-off. Donc show-off, c'est le principe de se la péter et c'est le principe de l'ego. En effet, si tu as quelqu'un en face de toi où tu voulais dire que ouais, regarde ta belle montre, regarde, j'ai une putain de Lamborghini, regarde, j'ai ci, j'ai ça, machin truc, et que la personne en face n'est pas du tout connectée à ça, bon, bah, c'est sûr que le mec, ça va froisser son ego, il va dire bon, bah, je peux pas me le péter, je vais faire ça ailleurs, quoi. Mais j'en ai vu. C'est malheureux, mais oui. J'en ai vu plein des gens comme ça. Oui, et il y en a plein, et il y en aura toujours plein. Parce que, par nature, l'argent décuple qui on est. Je tiens quand même à mettre un point hyper important là-dessus. Ce n'est pas le prix de ce que vous portez qui fait votre valeur. Et c'est indispensable de le savoir. Hein. Regarde, je porte du Shein. Alors ça, d'un point de vue éthique et écologique, c'est discutable. Bon, Shein écolo. Mais ils ont une filière écolo. Hein. Bien sûr. C'est pas là où je voulais en venir.
ce que je voulais dire, c'est aller dans ton sens finalement et de dire que moi j'achète vraiment, mais je m'en contrefiche d'où j'achète les trucs, tant que ça me va bien, tant que je suis à l'aise avec, je me trouve à peu près beau et que ça tient dans le temps. Donc finalement, oui, j'ai pas besoin de porter du Gucci, j'ai pas besoin Ça ne de veut porter pas du, dire que vous ne pouvez pas le faire. Oui, parce que derrière, j'ai aussi des vêtements qui coûtent beaucoup plus cher, donc notamment des costumes, ce Ça genre de peut choses. être l'occasion même d'un cadeau, d'une belle pièce. Ça peut être... voilà, moi je sais que... Bon, alors c'est pas du luxe comme on l'entend, mais j'ai eu pour mes 20 ans, c'était un cadeau groupé, un très beau sac en cuir, qui est une pièce intemporelle et qui est quelque chose qui se garde. Alors, ça va peut-être sembler dérisoire pour certains, j'entends, mais c'est un sac qui coûtait quand même 250 €. C'est pas non plus anodin. Et ça fait partie des pièces un peu sympas et je n'exclus pas la possibilité un jour peut-être d'avoir quelque chose de l'ordre du luxe. Pour l'instant, je vais mettre mais je ferme pas la porte. Je vais mettre un exemple sur ton histoire à toi aussi, qui a eu un attrait à l'argent évolutif qui a été très dur aussi, puisque ce passage de découvrir que je sais ce que tu vas raconter. Tant d'argent peut être dépensé, que on peut se faire plaisir, que si, que ça, tu t'es tellement privé dans ta vie parce que malheureusement, tu n'avais pas d'autre choix. Mais je le vis pas mal. Hein. Tu le vivais pas mal, mais c'était tellement ancré que le jour où il a fallu se permettre tu vas raconter de commencer à dépenser, ça a été un vrai challenge. Mais ça, en fait, c'est important pour les gens parce que faut pas se dire que quand on gagne de l'argent, ça va être tout beau, tout rose. Vous allez vous battre contre vous-même. Parce que déjà, pour réussir à le gagner, il faut dédiaboliser l'argent. Mais une fois qu'on le gagne, pour réussir à le garder, il faut continuer à le dédiaboliser. Est-ce que je peux donner ma version de cette histoire, du coup ? Pour la petite histoire, tu fais référence à la doudoune. Je fais référence à la doudoune, exactement. Donc, en soi, en plus c'était une doudoune. C'est-à-dire qu'en plus, une doudoune, c'est quand même pas un truc... il me fallait une doudoune. Il me fallait un manteau d'hiver pour aller vraiment dans le froid. Pour retourner en France. Pour retourner en France, en Normandie, au moment des fêtes. En fait, c'est vrai qu'on a la chance au Portugal, on a un climat qui est tempéré. On n'a jamais de température négative. Les températures descendent rarement en dessous des 10 la journée, même en plein hiver. Bon, quand tu vas en Normandie et qu'il fait -5, je me suis dit, il me faut quand même un manteau. Allons acheter un manteau. Et elle coûtait combien ? 500 balles, je crois. 550. Non, j'aurais jamais mis ce prix-là. À côté... Mais si, je crois. Non, je crois qu'elle coûtait 300 ou 350. C'était une Guess. Non, je vais te dire pourquoi... C'est une Guess Marciano. Je pense sincèrement pas que j'aurais mis 500 €. Tu vois, ça me choque quand tu y pensais. Regarde sur Internet. Je crois que c'était 350 €. Je te laisse continuer ton histoire. Et... vraiment, j'étais là en train de me dire, c'est impossible, je ne peux pas mettre ce prix-là dans un manteau. Et qui pourtant était un manteau de bonne qualité, que j'ai encore, qu'on a eu la chance d'aller à Prague cette année, m'a été extrêmement utile, mais utile de manière générale tous les hivers, en plume. Il se peut que ce soit 250 €, en effet. Merci. Et je crois que j'avais payé 350 parce que j'avais pris un jean avec. Oui. Jean d'ailleurs rembourré de l'hiver, là. Bon, bref. C'est un détail. Mais donc, ce jour-là, je me dis, je peux pas claquer 350 € comme ça pour une doudoune et un jean ou pour une doudoune seulement. Enfin. Et puis, c'est surtout que ce 350 €, c'est ce que tu aurais mis de côté en peut-être 3-4 mois avant. Et puis, je me serais acheté, encore une fois, des vêtements moins chers, mais aussi, objectivement, de moindre qualité, qui auraient duré beaucoup moins longtemps. Vous savez, ces fameuses doudounes qui est gonflée... pendant un mois et le mois d'après et comme ça, il n'y a plus rien dedans. Mais oui, mais parce que c'est... Voilà. Et encore, c'est des doudounes qui, en réalité, peuvent bien coûter 50 €. Passons. Continue. Et j'étais là et j'étais en vrai dilemme. Alors qu'à ce moment-là, financièrement, objectivement, je pouvais totalement me le permettre. Et Jérôme me dit... Non, mais n'hésite pas. Je dis, non, mais attends, tu te rends compte quand même, je vais pas mettre cette somme-là. Évidemment, moi, de mon côté, je vous laisse imaginer. Je sais ce qu'elle gagnait, je sais ce qu'elle peut se permettre. Je l'engueulais. Très, très sincèrement, je l'engueulais parce que je n'acceptais pas qu'elle ne se fasse pas plaisir comme elle le méritait, parce qu'elle méritait. Et donc, du coup, je l'engueulais réellement pour qu'elle apprenne à se remercier et donc acheter ce qu'elle a envie parce qu'elle apprécie et se faire plaisir, tout simplement.
j'ai fini par acheter cette doudoune. Et génial, hein. Je sors du magasin et je pleure. Littéralement, je pleure. Je me dis, mais... Non, mais c'est une bêtise. Et en même temps, j'étais contente de l'avoir fait parce que c'est une très belle doudoune et que c'est génial et que voilà, et que c'est une chance qu'on a de pouvoir le faire. Et en même temps, mon instinct qui me dit, t'as craqué, t'as complètement craqué, meuf, t'as craqué, tu te prends pour qui, t'es où? et voilà. Et ça, alors cette histoire de doudoune, sachez que c'est quoi? C'est juste un conflit interne de façon de voir le monde, d'un paradigme. J'ai pas le droit de dépenser de l'argent parce que j'ai pas d'argent. Et parce qu'il y a plus utile. Et parce que potentiellement il y a plus utile. Il y a utile. Plus utile. Mais plus utile ne veut pas dire que tu ne peux pas te faire plaisir. En fait, dans ma tête, le paradigme, c'était tu peux avoir une doudoune pour moins cher. Donc, pas la peine de dépenser ce prix-là pour une doudoune. C'était ça dans ma tête. Oui, c'est ça. Donc, un paradigme qui est ancré de quand tu peux acheter moins cher, tu prends moins cher. Regarde le moins cher, ouais. Et le paradigme opposé qui était, en fait, j'ai un produit qui me plaît et j'ai envie de me faire plaisir, je peux me permettre, je dois l'acheter. Enfin, je vais l'acheter. Pas je dois, mais je vais l'acheter. Ça, c'est un paradigme plutôt classique. Quand on peut se permettre, on achète. Mais elle n'était pas sur ce paradigme-là. Elle était vraiment sur je dois prendre le moins cher, sinon c'est pas bien. Et vraiment, c'était pas bien. Et là où c'est complètement paradoxal, c'est que, donc suite à ça, on a eu une grande discussion avec Jérôme où il m'a aussi vachement aidé dans ma compréhension et mon rapport à l'argent. Et suite à ça, j'ai fait un don à une association, La Tanière. Si vous pouvez aller les voir et les soutenir, faites-le, c'est génial. C'est à côté de Chartres, enfin bref. Et alors là, c'était un don, pour le coup, là, de 500 €. Et alors là, ça m'a pas fait... au contraire, là, je peux le faire, go. Là, pas de problème. Mais parce que c'était pas pour moi. Exactement. Et ça, c'est un truc... c'est bien, on va clôturer sur ça. Les dons, c'est ce qui vous permet aussi plus facilement d'accepter le fait que vous gagnez. Ouais. Parce qu'en effet, vous pouvez avoir un conflit avec l'argent, vous pouvez diaboliser l'argent, mais au fur et à mesure que vous allez avancer et vous dire que ce que vous gagnez, c'est pas que pour vous, mais c'est pour aider. Ça va aider. Ça va vous aider à l'accepter. Ouais. Et moi, je sais que les périodes où aussi j'ai pu donner ici et là, aider, ça a été des périodes qui ont été d'abondance. Donc, il y en a qui voient ça spirituellement, il y en a qui voient ça religieusement, il y en a qui voient ça peu importe la manière, mais l'univers est bien fait. Et sachez que plus vous allez donner, plus l'univers vous le rendra. Pas dans un but de vous donner pour recevoir, mais dans un but de donner foncièrement parce que ça vous fait plaisir d'aider autrui. Et ça... Et que c'est un moyen d'aider réel. C'est vrai. Et c'est pour ça que beaucoup de religions, alors qu'on aime, qu'on n'aime pas, mais beaucoup de religions prônent le fait de donner. Quand on gagne de l'argent, de donner 10%, 20%. Bon, chacun fait à la hauteur de ce qu'il veut et de ce qu'il choisit. Il y a un dicton pour ça. Encore un dicton, qui dit si tu peux, donne avec la main, sinon donne avec ton cœur. En gros, si tu as la possibilité de donner financièrement, de donner de l'argent, ou alors même d'aider physiquement, ça peut être aussi une aide par l'action, le bénévolat ou autre, mais sinon donne avec ton cœur. Mais c'est vrai que le don, même financier, aide. Il ne faut pas non plus le négliger. Si on a la possibilité de le faire, faites-le. C'est ça. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour résumer. 3 000 € pour l'INSEE, pour vivre relativement bien et donc pouvoir être heureux derrière. Pour ma part, plutôt 10 000 €, parce que bon, c'est mon côté entrepreneur, investissement dans des trucs ici et là et se faire kiffer quand même. Mais vous voyez qu'il ne faut pas des sommes astronomiques. Vous pouvez même n'oublions pas, vous pouvez être très heureux avec beaucoup moins. Et vous pouvez être heureux avec beaucoup moins. Et si ça vous est difficile de voir ces sommes-là comme des bonnes sommes ou des sommes qui vous mettent à l'aise avec l'argent elle-même, eh bien, donnez et on ne pourra que recommander ça et vous souhaiter le meilleur dans ce sens-là. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'était un plaisir. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode et c'était un plaisir de vous accueillir ici. N'hésitez pas, en effet, à liker cette vidéo, à la partager. Si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, à vous abonner pour ne en louper aucun. Et on est pressés de vous retrouver très vite. Et on compte sur vous pour augmenter cette communauté, évidemment. On n'est rien sans vous. Donc merci encore et à très bientôt. Ciao. Ciao.